Alors, on est normalement de nouveau en direct. Donc, on était en train d'échanger, notamment c'est Monsieur Ledlinger qui nous faisait part de sa réflexion et surtout de la réalité qu'il a vécue sur la question du coût. Enfin, finalement, est-ce que relocaliser, est-ce vraiment plus cher? Quelque part, si on regarde sur le papier, on pourrait dire qu'il y a des différences de coûts parce que, par expérience, nous avons eu des fois des articles qu'on a fabriqués chez nous ou à d'autres moments approvisionnés auprès d'un fournisseur bulgare. Et en gros, les tarifs étaient du simple au double. Par contre, ce que masquent souvent ces achats extérieurs, c'est que souvent il y a des coûts cachés. Bon, ben, il faut gérer ces achats-là, donc c'est en interne dans l'entreprise, des personnes qui passent du temps à passer des commandes, à négocier des plannings de fabrication de livraison avec le fournisseur. C'est aussi, on l'a vu encore récemment, certains pays n'ont pas toujours, et pourtant on n'était pas loin, en Bulgarie, dans la communauté européenne, ont des fois des difficultés à approvisionner certaines marchandises auprès de leurs fournisseurs, hein, qui travaillent beaucoup plus avec des pays plus occidentaux, on va dire. Et dans certains cas, nous avons été amenés à acheter la matière première pour notre fabricant bulgare parce que lui n'arrivait pas à la faire venir ou il n'avait pas la taille suffisante pour donner confiance à un fournisseur qui était turc en l'occurrence. Voilà, donc ce sont quelque part, ce sont des coûts cachés aussi, hein, qu'on voit à la fin, mais qu'on ne mesure pas immédiatement. Euh, Également, dans nos métiers du textile, où il y a 2 saisons par an, il faut savoir un des principaux dangers, ce sont les fins de série. Et quand vous devez approvisionner plus loin, ben, il faut approvisionner parfois plus tôt qu'avec une fabrication locale. Il faut s'engager, c'est des commandes fermes que l'on passe. Et si entre le moment où on a passé la commande et la livraison, la mode change ou les ventes ne sont pas à la hauteur des prévisions, ben on peut se retrouver vite fait avec des fins de série ou des surstocks qu'on aura du mal à écouler, qu'on écoulera à des prix de vente de hors collection et qui généreront directement de la perte. Donc, sur le papier, quand vous comparez deux tarifs, oui, il y a une nette différence et c'est ça, c'est facilement du simple au double. En finale, l'écart est moins important, hein, et à chaque fois qu'on a mené des tranches de relocalisation, on savait quelque part qu'on allait rogner un peu nos marges, hein, mais par contre, on simplifiait nos processus d'approvisionnement parce que la fabrication se faisait en interne sous notre toit. On simplifiait aussi toutes ces questions de délai parce que les délais, ben, on les suivait en direct selon l'avancement de la fabrication. Et on s'est évité aussi toutes ces petites contraintes logistiques, d'approvisionnement de matières premières ou de conditionnement qui se faisaient parfois depuis la France et quelque part, au final, demandent du temps et un coût également. La question des coûts et de la relocalisation? D'un pays asiatique ou même de l'Europe plus à l'Est. Mais par contre, effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même des coûts cachés et un en particulier que l'on n'a pas forcément vu venir, c'est la perte de compétences locales. C'est-à-dire qu'au-delà de la partie purement industrialisation, il a fallu même redévelopper des processus et des produits qui sont adaptés à nos marchés et à nos systèmes de production. Et donc, c'est non seulement un besoin de refaire venir la matière première sur la France et en Europe plus généralement, mais également d'avoir de la compétence présente et de monter les personnes que l'on forme aussi sur ces produits spécifiques, puisque pour notre domaine en tout cas, donc, qui concerne les tests de diagnostic rapide ou les thermomètres sans contact, soit la compétence n'a jamais été présente en France, ou soit elle a été perdue depuis tellement longtemps qu'il faut vraiment repartir presque de la feuille blanche. Et donc ça, c'est vrai que c'est plus difficile à identifier au départ d'un projet, mais par contre, ça reste quand même un vrai beau challenge pour le faire ici. Juste une Information que intervention, vous vous voulez pouvez, rajouter? bien sûr. Ce sont des investissements aussi importants, hein, forcément en appareillage, en locaux, on a dû réaménager des espaces. Donc tout ça, en effet, c'est à prendre en compte dans notre cas. Ensuite, sur la relocalisation, il faut être réaliste aussi et pragmatique. On ne peut que relocaliser une partie et eu égard au coût, justement, on va chercher à relocaliser ce qui a la plus forte valeur ajoutée. Ça veut dire qu'on ne va pas dire au revoir à la Chine complètement demain, c'est impensable. Par contre, certaines productions à très forte valeur ajoutée, et il se trouve que le Covid, compte tenu de la pression de la demande, les prix sont intéressants et sont tenables. À ce moment-là, effectivement, ça résout l'équation coût. Voilà. Donc, essentiellement, par le choix de ce que l'on va relocaliser. Mais ça ne sera pas du 100%.
on continuera à travailler en Chine avec les Chinois sur des TS de très grand volume, très grande masse, voilà, où là, il y a des économies d'échelle très importantes qui font que les prix sont très bas et qu'on ne sera jamais compétitif. Il faut être réaliste. Sauf si demain tout s'arrête, quoi. Auquel cas, on n'aura pas le choix. Voilà. Essentiellement, donc, la sélection des items. Et voilà. Et puis, bon, après, l'autre solution qu'on a, puisqu'au départ, c'était problème de tension, c'est quand même de multiplier les sources d'approvisionnement. Ça aussi, c'est quand même une solution. Que ce soit du produit fini ou de matières premières. Donc, c'est sûr qu'il faut être plus plastique, quoi. C'est une plasticité. Voilà. C'est ce qu'on peut rajouter au niveau de notre expérience. Multiplier les fournisseurs et puis plutôt agir sur une partie de la gamme à forte valeur ajoutée. Merci beaucoup. Je prends en même temps les questions que l'on a du côté du chat. Donc, on a une question qui est intéressante et qui fait écho notamment à une démarche d'inclusion et Made in France. Est-ce que les entreprises, selon vous, sont sensibilisées à l'idée de produire en prison? Donc, comme on le disait, ça permet une démarche d'inclusion. Et c'est Claudia qui nous parle, par exemple, du label PEPS, produit en prison, qui est sorti récemment. Je ne sais pas si vous le connaissez et si vous y êtes sensible. Si je peux répondre, en fait, nous, on a fait le choix à côté Biosynex depuis longtemps de travailler avec des ateliers protégés et des personnes en réinsertion, mais pour des raisons, parce qu'on est quand même dans le domaine médical ou pharmaceutique, et donc il faut avoir la maîtrise des opérations réalisées, et le plus facile, c'est de le faire in situ. Et donc, c'est vrai que même avec les ateliers protégés, on favorise quand même grandement les productions chez nous, et donc on accueille le personnel de ces ateliers ou du personnel en réinsertion, mais volontairement, on n'a pas fait le choix de s'orienter vers ce type d'inclusion, comme on pourrait dire, pour des raisons plus réglementaires et de contrôle qualité que des raisons subjectives. Mmh. Alors, je vous propose que j'ai une petite question, moi, plus spécifiquement pour… Ah, pardon, Monsieur Ledlinger, excusez-moi. Je vous écoute. Juste, je vais faire une petite précision sur le sujet. Nous également, hein, on essaye de travailler avec des ESAT, hein, du personnel handicapé, que dans la mesure où à une époque, on n'avait pas dans nos effectifs notre quota de personnes avec reconnaissance handicap. Donc, on complétait avec du travail qu'on fournissait à des ESAT, à plusieurs ESAT aux alentours, de 5 à 35 km. Et depuis cette année, par exemple, pour des petits conditionnements, des préparations de conditionnement qui nous servent sur notre boutique web. Donc, nous faisons préparer ces conditionnements dans un atelier avec la prison d'Épinal. C'est quelque chose de tout nouveau, mais voilà, ça nous est venu par des contacts et une des collègues qui est dans son réseau avec quelqu'un. Et donc, on s'est engagé dans cette démarche-là. Alors, ce ne sont pas des gros volumes, mais on estime que ça peut faire partie de certains engagements, voilà, de l'entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Ledlinger. Pour continuer sur la thématique relocalisation, est-ce que Monsieur Wasserman, vous pourriez nous faire un retour sur le Business Act et surtout les conclusions qui en ont émané? Oui, sans reprendre les éléments qui ont déjà été mentionnés, il y en a un complémentaire qui n'a pas été évoqué, que je devrais peut-être amener au débat. C'est que beaucoup d'entreprises nous disent la relocalisation, bien sûr, c'est des décisions stratégiques et l'équation de coût est évidemment centrale. Mais ce qui nous freine peut-être même plus que le coût, c'est aussi parfois la complexité et l'incertitude de piloter un projet de redéploiement industriel sur notre site ou dans un site adjacent. Et que les procédures françaises, le délai, les études d'impact, donnent une période d'incertitude avant d'être certain qu'on peut relocaliser et qu'on peut redéployer sa production locale de 12 à 18 mois, même parfois plus. Et que cette incertitude-là, ce délai-là et cette longueur administrative-là est un frein immense. Et c'est là où le législateur, notamment, se saisit de ces sujets. Notamment, il y a une loi qui est complètement passée inaperçue sous les radars médiatiques, c'est la loi qui s'appelle ASAP, et c'est une loi qui simplifie et qui permet notamment de mettre en œuvre des procédures fast-track, donc rapides, pour des projets de relocalisation, à la main du préfet, pour par exemple choisir
pour vous donner des exemples concrets, une consultation Internet à la place d'un commissaire enquêteur et des mois de cahiers dans les différentes mairies déployées, pour mettre en œuvre des solutions rapides et pour que l'entrepreneur puisse avoir une réponse positive ou négative plus tôt, bref, pour accélérer les procédures administratives et pour diminuer l'incertitude dans lequel on peut être quand on pilote un projet de relocalisation d'ampleur qui évidemment a des impacts sur la commune, sur le plan local d'urbanisme, enfin sur l'ensemble des éléments de ce projet. Donc ça, je crois que c'est un point important sur lequel, en tout cas, qui nous est remonté dans Business Act de la part de nombreuses entreprises. Merci, Monsieur Wasserman. Selon vous, donc là, je parle à l'ensemble des intervenants. Selon vous, quels sont les atouts, les limites de la relocalisation avec un appui État-région? Est-ce que vous en voyez? Et si oui, lesquels? Je propose peut-être à Monsieur Florentin de commencer à répondre s'il le souhaite. On n'a rien fait. Si, c'est bon, j'ai mis mon casque, est-ce que c'est ça? Je vois un petit peu les limites que j'exposais tout à l'heure et le fait que il y a l'idée de vraiment travailler sur des sites d'importance, donc avec vraiment des outils industriels assez conséquents. Donc travailler sur la relocalisation d'outils industriels importants, ça demande du temps, il y a des blocages administratifs, des blocages techniques. Bien évidemment, on peut travailler sur leur accélération, mais c'est aussi l'intérêt d'avoir cette seconde approche que j'exposais. On accompagne, nous, beaucoup d'entreprises dans la question de relocalisation, d'ancrage local ou de résilience, peu importe la clé d'entrée. Et c'est vrai que la question qui revient souvent, c'est compliqué de faire du Made in France avec des gros sites de production. Quelque part, est-ce qu'on ne refait pas un peu les mêmes erreurs de vouloir concentrer à un seul endroit une production et beaucoup d'entreprises que l'on accompagne se disent mais il y a peut-être un intérêt à décentraliser au maximum la production, distribuer la production, donc ce qu'on appelle la fabrication distribuée. C'est vrai que les outils de la 4e révolution industrielle facilitent cette distribution. Donc il existe plein de modèles aujourd'hui décentralisés, donc on pourra rentrer en détail, mais et cette fabrication décentralisée, beaucoup d'entreprises se posent la question de se rapprocher au maximum de la production, de la demande, de ne pas avoir un seul site de production. Je peux vous donner des exemples qui sont assez intéressants. Par exemple, on parle beaucoup d'autonomie alimentaire, de résilience alimentaire. On peut imaginer des gros sites de production, mais on peut aussi se dire que la production peut être assez atomisée sur les territoires. On peut par exemple équiper les éleveurs, les agriculteurs avec des laboratoires pour fabriquer, transformer des pâtes, transformer des yaourts, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont aujourd'hui imaginées, d'ailleurs y compris dans l'énergie. Et on accompagne aussi des gros acteurs par exemple, du textile. C'est intéressant parce que on a justement quelqu'un autour de la table qui est dans ce secteur-là et qui se disent mais c'est compliqué aujourd'hui de faire du Made in France. Alors on peut certes valoriser les savoir-faire traditionnels sur nos territoires, on peut les mixer avec de l'écologie, de l'économie circulaire, mais on se doit d'aller vers de la micro-fabrication, des micro-usines, des activités qui sont vraiment répandues sur les territoires. Donc bien évidemment, il faut travailler les deux. Mais je pense aussi que les freins qui ont été exposés sur la relocalisation doivent aussi nous amener à penser de nouveaux modèles économiques, des modèles plus petits, des modèles plus digitaux, des modèles aussi qui travaillent sur la circularité et la collecte et le traitement des invendus sur les territoires, que ce soit alimentaire, que ce soit textile, etc., etc. Donc je pense aussi que ça nous pousse à imaginer le Made in France et la localisation de nos activités avec des modèles économiques. Et c'est ça qui est assez intéressant aussi, je trouve, dans la démarche, c'est que beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui se disent mais je veux bien faire du Made in France, mais j'y arrive pas, ça me pousse à aller vers des nouveaux modèles économiques. Je trouve que c'est une des réponses qui peut être apportée. J'ai moins de réponses techniques sur comment fluidifier la relocalisation de sites industriels d'importance. J'ai plus d'éléments sur comment compléter ce mouvement-là avec quelque chose de beaucoup plus distribué sur les territoires. Merci, Monsieur Florentin. Oui, alors juste petite précision ou complément. Nous sommes devant aussi une grande incertitude, c'est à combien le Made in France est valorisé par le consommateur. C'est-à-dire qu'en termes de patriotisme économique, la visibilité est très compliquée. C'est-à-dire que dans notre cas, typiquement, on veut présenter un thermomètre sans contact au grand public. On sait très bien que le consommateur ne sera pas prêt à doubler
le coût pour l'acquisition d'un produit équivalent, même s'il est un peu supérieur en termes de fonctionnalité, ou pour valoriser Made in France. Donc, jusqu'à combien le consommateur est prêt à aller? C'est vrai qu'en fonction des sujets, pour l'alimentaire, ça peut être une réponse, pour les vêtements, ça peut être une autre, pour la cosmétique aussi. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse générale, mais en tout cas, c'est aujourd'hui une vraie interrogation, surtout que les canaux de distribution qui passent par les grandes surfaces sont forcément plus compliqués à atteindre sur l'angle du coût. Et donc aujourd'hui, avoir des gros volumes pour pouvoir compenser ces pertes de marge liées à du Made in France sont vraiment compliquées à identifier. Merci. Est-ce que Monsieur Ledlinger, vous voulez compléter cette réponse? Oui, pour notre particularité du textile et notre particularité propre, savoir qu'on ne parle même pas de Made in France, on parle de fabrication française, qui est inscrit dans notre logo institutionnel de notre marque. Première chose, donc autant parler français, parce que Made in France, ce qu'on met en premier sur nos conditionnements, c'est fabriqué en France et petit tiret Made in France. En deuxième, Made in France. Mais en premier, on essaie de parler français. Deuxième chose, les industriels vosgiens du textile ont mis en place il y a quelques années un label imaginé, conçu par les industriels, qui est noté sur 100, et il faut au moins que 75% des opérations de fabrication, de la conception jusqu'à la distribution, soient réalisées dans la région, quand il s'agit du label Vosges Terre Textile. Aujourd'hui, ce label est sémé sur toute la France, puisqu'il y a Alsace Terre Textile, il y a Rhône-Alpes Terre Textile et Nord-Pas-de-Calais Terre Textile, et un label français France Terre Textile. Voilà. Donc, c'est au-delà du label ou de l'appellation Made in France, c'est une garantie que 75% des opérations de fabrication sont réalisées sur le territoire soit régional, soit français. Donc, voilà, il faut le revendiquer parce que, bien sûr, on a des contraintes de coûts, des contraintes de législation, de réglementation. On les applique, on les respecte, ces contraintes. Elles ont un coût par rapport à des pays qui n'ont pas les mêmes contraintes environnementales ou sociétales ou sociales. C'est certain qu'on part un peu avec un handicap. Donc, il faut quelque part, ces contraintes-là, les transformer quelque part en atout et communiquer dessus. Donc, à travers la qualité des produits, de la conception, des matières utilisées. Et puis, avoir un label. Alors, c'est vrai que notre label n'est peut-être pas encore aussi connu peut-être que le Made in France, mais on y travaille. Et d'ailleurs, on travaille avec les différents syndicats textiles lorrains, mais également de Champagne-Ardenne et d'Alsace, auprès de la Communauté européenne pour travailler sur un étiquetage des produits, justement, qui mettra plus en évidence les lieux de production et l'impact carbone, c'est-à-dire l'impact énergétique des produits. Donc, et de ne pas laisser la main à des cabinets actuellement américains qui travaillent sur ce sujet, et on préfère être, nous, Français, au départ, à l'instigation de cette démarche. Voilà, il faut, en gros, c'est étoile, ciel, t'aidera. Donc, c'est prendre en main notre destinée un peu et s'investir dans la défense de notre fabrication française. Merci beaucoup, Monsieur Ledlinger. Oui, Monsieur Wasserman. Oui, je voulais rebondir peut-être pour parler de propositions et d'idées qui permettraient peut-être de faire progresser le sujet des relocalisations. Alors, je viens de publier un livre qui s'appelle Le monde d'après commence demain matin et qui aborde ce sujet-là avec des propositions concrètes. Et finalement, nous, en politique, on est souvent sur des discours généraux, mais quand il faut passer aux propositions concrètes, c'est des sujets de travail qu'on doit co-construire avec le monde économique. J'en donne 3 exemples. Le premier, il y a une idée qu'on a soumise à Bruno Le Maire et qui fait son chemin de fonds souverains régionaux, c'est-à-dire de capacité d'accompagner en quasi-fonds propres les entreprises pour leurs projets de relocalisation ou de développement fort. Ça, c'est un sujet, alors il est un peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je l'avais vécu lorsque j'étais en charge de la stratégie de développement économique. Il y a beaucoup de barrières aujourd'hui, de freins légaux à la mise en place de tels fonds souverains. Et on s'aperçoit que les Allemands, avec les lenders, sont meilleurs que nous et ont un tissu économique avec beaucoup plus d'ETI, d'entreprises de taille intermédiaire, qui peuvent piloter des grands projets de croissance ou de relocalisation avec l'aide des collectivités, donc des lenders. Donc ça, je pense que c'est une idée, le fonds souverain régional, pour aider à la relocalisation, qui peut être une idée concrète, en tout cas qui
qui est sur la table et en train d'être débattue. Une deuxième idée qui me paraît importante rebondit sur ce que disait M. Lédinger sur l'approche du consommateur. C'était évoqué aussi par M. Lévy, je crois. Aujourd'hui, finalement, quand on va faire ses courses, on ne se rend pas compte, quand on sort avec son caddie, par exemple, dans un supermarché, on ne se rend pas réellement compte de l'impact environnemental de notre caddie et de ce qu'on a acheté. Et on pourrait très bien imaginer qu'avec un système de notation de A à E, on puisse avoir, sur chacun des produits qu'on achète, une notation assez simple qui nous calcule directement sur notre ticket de caisse si on a 30% de nos produits qui sont en catégorie A, donc d'impact environnemental faible, ou 10%. Et en fait, on parle souvent du consommateur qui doit devenir acteur de ses achats, mais franchement, à part un petit nombre de personnes éclairées, quand on achète un produit, on ne sait pas l'impact environnemental qu'il a. Et je crois qu'on ne peut pas construire de relations de confiance avec le consommateur client qui veut s'engager pour l'environnement si on n'a pas un système qui lui permet de savoir de façon assez objective, comme on l'a sur un appareil électroménager où on voit sa consommation notée de A à E, si on ne sait pas l'impact qu'il a sur le climat et sur la planète. Et dans cette évaluation-là, il y a beaucoup d'experts et de méthodes qui pourraient être mises en place, que ce soit sur les aspects de production, sur les aspects de la localisation de cette production et des transports. Et je crois que ça, c'est une idée qui monte dans la société civile, de dire donnons aux consommateurs les moyens de savoir l'impact environnemental de ce qu'il a acheté. Et puis, dernier point, dernier exemple que je livre au débat ou à la réflexion, les exemples du médicament a frappé l'opinion quand on s'est rendu compte qu'on pouvait être dans un monde où on n'était plus capable d'avoir du Doliprane, du paracétamol, parce que les chaînes de production n'étaient pas sécurisées. Je pense que dans des sujets stratégiques comme celui du médicament, c'est vrai aussi dans d'autres secteurs industriels critiques, on devrait pouvoir réfléchir. Aujourd'hui, on réfléchit en normes de résultats, c'est-à-dire est-ce que le médicament est conforme, est-ce qu'il a bien sûr le niveau de qualité qu'on attend, mais pas en mode de souveraineté, c'est-à-dire est-ce que le laboratoire qui va le mettre sur le marché a une sécurisation de ces chaînes d'approvisionnement et qui lui permet de garantir non seulement un niveau de qualité, bien sûr, mais aussi un niveau de production lorsque la situation géopolitique ou la situation sanitaire fait que les frontières redeviennent un obstacle. Donc voilà trois pistes de réflexion. Évidemment, je les ébauche de façon très succincte, mais je crois que le débat doit aussi, on doit s'interroger et on doit remettre en cause nos modèles. Mais remettre en cause nos modèles, c'est aussi avoir des propositions concrètes sur lesquelles on peut travailler, on peut réfléchir, on peut essayer d'élaborer pour que le monde d'après ne soit pas comme le monde d'avant ou pas complètement comme le monde d'avant et qu'on arrive à tirer quelques enseignements de cette crise. Voilà, je vous remercie. C'était un peu long, mais il me semble important d'essayer de dire qu'il y a des pistes pour tenter d'aider les entreprises et de les accompagner, en tout cas celles qui choisissent de ce chemin difficile mais important de la relocalisation. Merci, Monsieur Wasserman. J'ai une question pour vous du chat d'ailleurs qui fait écho à ce que vous venez d'apporter comme information. Quel est votre avis sur une TVA environnementale? Donc c'est une question de Benoît. Alors, moi je suis extrêmement favorable à ce que dans le commerce international, on réfléchisse différemment. C'est-à-dire qu'on dise que, vous savez, on parle souvent de la taxe carbone aux frontières, par exemple. Moi, je pense qu'il y a un moment où il faut sortir d'un modèle, je ne veux pas utiliser le terme hypocrite, mais enfin un modèle qui se satisfaisait bien du fait que la délocalisation était une façon, certes, de diminuer les coûts, mais aussi d'être moins regardant sur l'impact environnemental. Et je crois, et M. Lévy le posait en des termes très, très intéressants, c'est jusqu'où le client est prêt à évoluer sur ça aussi et à en payer le prix, parce que ça a un coût. Mais je crois, et je suis favorable à ce que on repense notre commerce international en actant le fait que l'impact sur le climat nécessite
notamment qu'on réfléchisse aux taxes carbone aux frontières de l'Union, c'est-à-dire qu'on pondère les taxes en fonction de l'impact environnemental. Finalement, il y a une certaine hypocrisie à dire je préfère produire en Chine parce que, certes, mon coût est meilleur, le produit peut être de bonne qualité, mais je m'accommode de normes environnementales moins fortes. Et ce sujet-là, je pense il concerne, c'est un sujet de société, c'était très bien dit dans le cas des entreprises que vous avez évoquées. Une entreprise confrontée à la concurrence doit faire des choix stratégiques, donc elle évolue dans un certain environnement, mais je pense qu'on a une question de société à se poser, et cette question-là, elle doit remettre le sujet du coût réel et de l'externalité du coût pour l'environnement au cœur des flux de commerce international. J'ai été dans le domaine du commerce international spécialisé à l'Assemblée sur les études d'impact, notamment pour le CETA, notamment pour d'autres accords comme le Mercosur, donc l'un avec le Canada et l'autre avec le Brésil. Je pense que là, on est dans des exemples où pour l'un, on a des garanties, y compris de maintien dans les accords de Paris, donc de démarches environnementales fortes et donc d'une relation commerciale et de flux de commerce international qui, à mon sens, prend pleinement en compte la dimension environnementale, et dans l'autre, dans le cas du Mercosur, avec des situations qui n'apportent aucune garantie dans ce domaine et qui s'accompagnent même de désastres écologiques comme la déforestation. Donc je crois qu'on doit sortir, et la question que vous posez met en évidence qu'on doit sortir d'une certaine approche qui consistait, une approche sociétale, hein, pas d'une entreprise donnée, mais sociétale, qui consistait à s'accommoder avec des normes environnementales moins exigeantes dans des pays lointains. Merci, Monsieur Wasserman. Monsieur Lévy, côté Biocinex, peut-être qu'on peut rebondir sur cette question, peut-être présenter, vous, votre démarche de relocalisation, vu qu'en effet, vous avez une partie de votre industrie qui est relocalisée, pas la totalité. Ça peut être intéressant de comprendre pourquoi, quels enjeux, pourquoi vous avez relocalisé, qu'est-ce qui a été relocalisé, et puis quel contexte et enjeu derrière ce travail qui a été fait chez Biocinex. Alors, avant de laisser la parole à M. Bensour, juste pour présenter le contexte. Donc, de façon générale, Biocinex a toujours produit une partie de ses tests sur site à Strasbourg, ou en tout cas à côté de Strasbourg. Et donc, on n'a pas découvert la production avec la crise du Covid. Ce que la crise du Covid a mis en avant, c'est d'abord une pénurie mondiale, une difficulté d'approvisionnement qui a été très soudaine. Et donc, l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on l'a subi et on attend la prochaine pour être en rupture complète, ou est-ce qu'on prend les devants et on essaye au moins de subvenir à une partie de la demande ici en France et même à l'export. Et donc, comme a dit M. Abensour, le problème, c'est qu'on ne peut pas être compétitif sur l'ensemble des projets et des articles que l'on commercialise aujourd'hui, puisqu'il faut quand même définir ceux avec une forte valeur ajoutée pour pouvoir absorber le surcoût lié à l'industrialisation ici en France. Et donc, une fois que ce choix a été fait et que certains projets ont été identifiés comme étant raisonnables de réindustrialiser ici, c'est là qu'on a regardé un peu le marché, les enjeux, les investissements nécessaires, et ensuite la décision a été prise assez rapidement, donc de se focaliser sur des projets à forte valeur ajoutée, donc à la fois des tests rapides liés au Covid, mais également donc des thermomètres sans contact qui sont des produits plus technologiques et électroniques, mais avec une valeur ajoutée également supérieure aux thermomètres, on va dire, entrée de gamme. Et donc, c'est ces éléments qui nous ont décidé à prendre les choses en main et finalement à augmenter notre capacité industrielle assez rapidement. Monsieur Lévy, est-ce que vous avez alors c'est peut-être un peu tôt, hein, mais un premier retour sur la relocalisation? Est-ce que vos liens, par exemple, avec votre partenaire chinois ont changé? Enfin voilà, quel est un peu les premiers retours que vous pouvez avoir sur cette étape? Alors, pour la partie, on va dire, supply chain au sens large, donc fournisseurs, en particulier chinois, mais pas que, pour l'instant, on n'a pas vu de changement puisque avec la crise actuelle, de toutes les façons, les volumes sont présents, donc il n'y a pas d'impact. Par contre, on a quand même eu un très bon accueil, plutôt en local cette fois-ci, avec une visibilité différente de la part de nos interlocuteurs, que ce soit la région, que ce soit on va dire, du cluster au sens positif, c'est-à-dire
l'idée que dans le Grand Est en particulier ou un peu plus loin, on puisse trouver les compétences et les réseaux pour pouvoir fabriquer nos produits finalement. Donc là, très très bon accueil à la fois côté fournisseur potentiel, pouvoir politique, mais également côté client. Donc ça, c'est vraiment important puisque ça encourage la démarche. Maintenant, nous sommes au milieu du gué, c'est-à-dire que les investissements ont été faits, décidés, mais les productions ne sont pas encore toutes sur le marché. Donc c'est un peu tôt pour avoir le retour réel du marché, mais on a bon espoir quand même de pouvoir trouver des très bonnes issues et sans pour autant casser les liens avec nos fournisseurs historiques et nos partenaires depuis toujours. Je peux rajouter qu'effectivement, d'autant on a des étapes intermédiaires, comme on dit, c'est-à-dire qu'on part de produits semi-finis, si vous voulez. Donc, bon, voilà, il y a une certaine souplesse au niveau de nos interlocuteurs chinois, donc voilà, où on peut travailler sur toute ou partie de la chaîne de valeur. Donc, ça, c'est aussi une façon de mettre un peu de souplesse dans la relation. Voilà, en attendant d'arriver, mais ça sera, comme je le dis toujours, que sur une partie. Donc à faire du quasi 100% made in Europe. Voilà. Ceci étant, comme le dit M. Lévy, on a des volumes tels que ça, ils s'en rendent pas compte. En vérité, voilà, il s'agit en réalité de multiplier les sources et nous-mêmes étant une source de plus face à une demande qui est considérable. Dans le domaine des tests et surtout maintenant avec les tests antigéniques, bien plus que les tests sérologiques, là on a un petit peu souffert, c'est pas évident. Derrière on s'est retrouvé avec des surstocks, ça m'a fait penser à ce qu'a dit Monsieur Léninger. Donc que sur les tests antigéniques, voilà, il faut que la demande soit là aussi, puisque c'est un risque et la demande peut évoluer. Alors nous c'est pas une histoire de mode ou de saisonnalité, mais c'est tout simplement une histoire de maintien de la demande. Le problème chez nous, c'est que le Covid, bon, tout le monde souhaite que ça s'arrête le plus vite possible. Hein, et tout le monde est optimiste maintenant avec le vaccin. Donc, c'est sûr que nous, c'est des prises de risques durables. Donc, il faut pouvoir aussi se dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça après? Il y aura toujours de la demande Covid, mais elle ne sera pas à ces niveaux. Mais par contre, on est aussi obligé de penser notre investissement en termes pérennes et se dire qu'il y aura d'autres choses. Alors, ça aussi, c'est peut-être un effet positif, c'est que ça va induire d'autres fabrications, on a d'autres tests qui ont de la valeur ajoutée, voilà, qu'on va pouvoir mieux développer au plan international ou aussi rapatrier, quoi. Donc, pour l'instant, on est focalisé sur le Covid, voilà, mais on pense aussi à l'après. Et voilà, quand on fait ce type d'investissement, il faut quand même avoir un peu de visibilité à moyen terme. C'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Florentin, est-ce que lorsqu'on entend du coup le contexte et l'histoire de Biocinex, est-ce que c'est pas un exemple, par exemple, enfin, est-ce que c'est pas un exemple de la limite de la résilience, c'est-à-dire là, on investit, on investit du coup pour relocaliser une certaine partie de notre activité, mais en effet, on n'est pas sûr de la suite parce que les choses évoluent également sur le territoire. Alors, la résilience telle qu'on la travaille actuellement, c'est sûr qu'on va chercher quand même des garanties. Ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup d'acteurs du développement économique et d'entreprises s'intéressent aujourd'hui ce qu'on appelle les fuites économiques, c'est-à-dire la part de la demande locale qui sort du territoire et les importations, et qui est relativement importante. Et c'est vrai que la première chose qui est assez intéressante, c'est de s'intéresser d'abord au marché local, qui est solvable, qui est important. Et il y a beaucoup de catégories de produits aujourd'hui qui sont aujourd'hui très importantes et qui sortent du territoire. Après, il y a quelque chose de très intéressant, le mot a été cité tout à l'heure, c'est la plasticité, c'est-à-dire s'intéresser davantage à tout ce que l'on peut produire, à la diversification, à imaginer des collaborations industrielles, à être beaucoup plus dans la réaction. Alors, je crois qu'il y avait les slides qui étaient en train d'être diffusés. Je ne sais pas si... ce qui est assez intéressant, c'est... je ne sais pas si elle peut apparaître ou pas, mais, c'est la notion de saut productif sur laquelle on travaille beaucoup avec des entreprises. Donc, je disais tout à l'heure qui perdent des débouchés, qui perdent des approvisionnements et qui aujourd'hui se disent bon, ben, j'ai un certain savoir-faire,
Si je travaille avec telle entreprise à côté, est-ce que je vais pouvoir produire quelque chose qui va me permettre de me diversifier? Est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que je peux travailler sur des collaborations? Donc, c'est vraiment plutôt cette logique de plasticité qui permet d'imaginer tout un tas d'innovations, de s'adapter à la perte de marché. Il y a aussi quelque chose qui est très important parce que je crois que c'est le cas d'ailleurs des tests, c'est si on réindustrialise l'économie française, de s'intéresser aussi à des produits plus complexes, plus sophistiqués. C'est-à-dire qu'il y a des études qui sont sorties, notamment l'université d'Harvard qui publie des études et qui mesurent l'indice de sophistication, de complexité des économies, de l'économie française, et qui montrent qu'en fait beaucoup de nos exportations sont assez peu complexes. Et dans une économie mondiale où beaucoup de pays vont s'intéresser à trouver des solutions locales à leurs importations, il est hyper important d'aller vers des produits qui non seulement sont capables de répondre à une demande locale, mais sont aussi capables de s'exporter et d'être peu concurrencés. Donc il y a quand même un enjeu d'aller vers pas simplement des produits basiques qui répondent à nos besoins, mais aussi d'être capable d'aller vers des produits beaucoup plus sophistiqués. Alors là, à l'écran, effectivement, vous avez c'est un schéma sur lequel on travaille beaucoup avec les entreprises et les territoires, c'est la forêt productive. Alors, ce que vous avez à l'écran, c'est les 1240 produits qui sont fabriqués sur notre planète. Et chaque produit sont rassemblés, donc ce qu'on appelle une forêt, un espace productif, selon leur parenté productive, la proximité, ce qui existe entre chaque produit. Ce qui est assez intéressant, quand on regarde chaque pays, chaque territoire avec cette forêt productive, on s'aperçoit, donc là vous avez 1240 points, et ceux qui sont colorés sont les points sur lesquels le pays est spécialisé ou a un capital productif. Et quand on regarde en fait cette forêt productive, on s'aperçoit qu'on ne peut pas tout fabriquer. Il y a des points qui sont très éloignés, il y a des points sur lesquels ça va être assez compliqué, il y a des points sur lesquels on ne peut pas forcément attirer des entreprises parce qu'on ne peut pas leur offrir de la résilience, on ne peut pas leur offrir des synergies. Et ce qui est important en matière de développement économique, mais même quand on est une entreprise, c'est vraiment de regarder ce que l'on a sur son territoire et de voir tout ce qu'on pourrait produire. Donc c'est ça que j'appelle la plasticité, c'est de se dire voilà, j'ai des points qui sont colorés ici, qu'est-ce que je peux fabriquer de nouveau? Et alors c'est la dernière slide de la présentation qui est juste après. Ce qui est assez intéressant, alors moi je suis assez en phase avec les recommandations qui ont été faites jusqu'ici. Alors je pense qu'il faut étudier la faisabilité pour ce qui est du scoring environnemental. Ce qui est assez compliqué, c'est de mesurer la chaîne de valeur mondiale, donc ce qui n'est pas forcément visible. Donc ça demande quand même un peu de technicité. Les fonds d'investissement sont des choses qui sont aussi essentielles, l'investissement en capital dans les entreprises. J'ajouterai quelques recommandations qui me semblent importantes et qui justement visent à travailler cette notion de plasticité. Un des grands enjeux, je pense, pour travailler cette plasticité, c'est la notion d'écologie industrielle et territoriale. Alors, c'est quelque chose qui est apparu dans le paysage il y a une vingtaine d'années, même si ça existe depuis plus longtemps. Il y a eu une grosse dynamique et puis un peu le soufflet est un peu retombé parce que c'est assez compliqué de créer des synergies entre les entreprises. Je pense vraiment que la réindustrialisation passera par une approche très proactive en termes d'écologie industrielle et territoriale. Les matériaux, les compétences humaines, la collaboration industrielle, le partage d'usines, etc. Ce n'est pas que des déchets, l'écologie industrielle. C'est quelque chose sur lequel on doit vraiment capitaliser pour arriver à fabriquer de nouvelles choses, arriver à fabriquer un petit peu localement. On accompagne par exemple des entreprises qui se disent j'importe à 100% de Chine. Pour trouver une solution alternative au 100% de Chine, je vais faire 2-3 choses. La première, je vais essayer de faire ce qu'on appelle du nearshoring, c'est-à-dire si je ne peux pas le faire en France, je vais essayer de le faire au Maghreb, je vais essayer de le faire dans certains pays de l'Est, parce que vous parliez tout à l'heure des distances qui sont assez importantes, entre 6000, 7000, 8000 km. Je vais essayer d'avoir des territoires qui d'ailleurs offrent une meilleure résilience, qui sont plus près. Ensuite, en France, je ne vais peut-être pas faire 100%, mais je vais peut-être faire 15% de mes packaging qui sont en plastique et que je fais venir de très loin. Et ces emballages en plastique, en fait, je vais lancer un appel à projet auprès des entreprises locales. Je sais que je peux faire appel à ces entreprises, monter en compétence ces entreprises locales parce qu'en fait, dans mon espace productif, je sais que j'ai des compétences qui me permettraient d'avoir des fournisseurs. Mais aujourd'hui, on est rarement sur des niveaux qui sont au-delà des 15-20%. On a des grandes entreprises qui se disent si j'arrive à avoir 15% d'achats locaux, c'est important. Et finalement, elles vont vers de l'écologie industrielle et territoriale. Elles cherchent des collaborations, elles font du partage d'usines, elles essaient de mettre en relation les compétences humaines, elles vont regarder les débouchés, etc., etc. Après, il y a plein d'autres approches qui, pour moi, sont plus rapides à mettre en place. Il y a des approches de type plug and play ou plug and run,
c'est des petites approches qui consistent à amener vite des outils industriels sur nos territoires. Je prenais l'exemple tout à l'heure du conteneur qu'on amène à la ferme et qui permet de fabriquer ou de transformer les yaourts sur place. Ce type d'approche-là, vous pouvez le faire dans le recyclage. Aujourd'hui, on est capable de faire du recyclage plastique en conteneur à côté des usines, dans l'usine, sur des sites tertiaires. On est capable de faire de la production énergétique avec des conteneurs sur des territoires, des hôtels, des fermes. On est aujourd'hui même capable de recycler. Il y a des startups qui travaillent sur le recyclage et la production du matériel médical au sein même des hôpitaux. En fait, ce qui est hyper important, c'est d'imaginer chaque lieu, que ce soit un lieu industriel, tertiaire, voire même un habitat, comme un outil de production. On a même vu pendant la crise de la nanoproduction, c'est-à-dire des particuliers fabriquer des visières, des centaines de milliers de visières avec des imprimantes 3D chez eux, dans leur garage pour la plupart. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plus frappé dans cette crise. En fait, l'idée, c'est vraiment d'imaginer la production de manière la plus atomisée possible. Et il y a plein de solutions pour ça. Donc, là, je vous ai parlé des solutions plug and play avec des conteneurs qui, selon moi, est une des grandes tendances de demain. On devrait très vite pouvoir... Nous, par exemple, on travaille avec l'île Maurice. L'île Maurice, je peux vous dire qu'ils sont très durement frappés par la crise. Et en plus, ils ne peuvent plus importer parce que ça dévalue leur monnaie. Et ben, il y a vraiment un gros travail qui est fait. Comment on arrive à injecter rapidement des solutions productives sur le territoire. Je peux vous dire que des solutions de type conteneur qui vient et qui va permettre de recycler, qui va permettre de produire de l'énergie, qui va permettre de transformer des choses qu'on ne faisait pas sur le territoire, c'est des solutions rapides. Alors, c'est peut-être pas de la relocalisation d'usines avec un vrai projet industriel important, mais c'est tout un tas de petites solutions qui permettent de vite arriver à produire sur des territoires. Et je pense que l'on peut faire que nos fermes fassent de la transformation alimentaire, que des usines qui ont des déchets industriels les recyclent sur place et les revendent, etc., etc. Donc, il y a plein d'exemples que je pourrais vous citer. Et je trouve qu'en fait, ce serait des recos complémentaires que j'ajouterais. Du coup, ce que je retiens d'une certaine façon, c'est cette, je vais le vulgariser exprès, hein, mais cette relocalisation partielle. Monsieur Ledlinger, est-ce que vous souhaiteriez nous présenter rapidement votre démarche de relocalisation? Dans quelle mesure est-ce elle reste encore partielle et dans quelle mesure vous souhaiteriez ou non la rendre plus totale? Alors déjà, cette relocalisation, comment elle s'est produite? Bon, elle concerne la marque Olympia que nous avons repris en 2010, où à ce moment-là, il n'y avait plus du tout de fabrication en France. Olympia avait délocalisé tous ses approvisionnements. Donc nous avons pris une usine qui avait beaucoup de stock, mais plus, comme elle était en liquidation, plus un fournisseur, il a fallu remettre en place. Cette première année, nous avons reproduit à peu près 50% des ventes sur place, mais on était tenu, puisque tout est vendu en grande distribution, par le haut, avec les tarifs de la grande distribution qu'on ne pouvait pas faire bouger. Donc, on a dû rapidement, dès la deuxième année, s'aligner sur un taux de fabrication en France qui était de l'ordre de 25%. On a tenu pendant 6-7 ans. Et on est arrivé il y a 3-4 ans de cela, à un moment donné où on avait une insuffisance de charge sur notre usine à Vanier. Et nos experts comptables avaient mis le doigt dessus. Donc, nous avons décidé de dire, plutôt d'avoir une usine sous-chargée, sous-employée en France et de continuer à approvisionner pour la marque Olympia en Bulgarie, de dire, on va en ramener. Alors, c'est certain que les tarifs d'achat Bulgarie et fabrication française étaient nettement différents et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était facilement du simple au double. Mais on a fait ce choix-là de dire déjà, on va recharger notre usine de toute manière. Payer des gens qui ne sont pas totalement utiles, pas totalement employés à longueur d'année, amortir du matériel qui n'est pas totalement employé non plus, ce sont des autres coûts. Également, on ne voulait pas se défaire de nous, on a parlé des compétences, on ne voulait pas se défaire de notre personnel, ce sont des compétences, ce sont des savoir-faire, et aujourd'hui dans le textile, ils sont difficiles à reconstituer, à renouveler. Donc on a décidé, quitte à rogner un peu sur nos marges, à ramener une première tranche de fabrication. Le tout, c'est de le faire avec on a un partenaire principal en Bulgarie qui nous produit une grosse partie de cette partie-là. Il a fallu le faire dans le respect de nos contrats. On a essayé de le faire, ça a créé quelques tensions, mais en expliquant les pressions qu'on avait en termes de tarifs côté des grandes distributions, de charges de notre usine, et nous avons pu le faire. Nous avons mené une deuxième reprise, confrontée
à force de l'expérience là, où cet impact sur nos marges n'était pas quand même mortel, c'est certain, peut-être que quand on le fabrique en France, il y a un prix de revient. Le tarif, sachant que le tarif de vente ne bouge pas, hein, mais on s'en est sorti et je pense que c'est à travers les autres effets cachés qu'on les retrouve. Donc on a décidé de faire une deuxième tranche. Alors, on ne le faisait pas n'importe comment, on a essayé de regarder aussi sur quel type de fabrication on était le mieux placé industriellement, où on avait les meilleurs coûts. Donc, il a fallu faire vraiment une analyse, de dire là, sur ces produits-là, sur cette gamme-là, on est bien occupé, on a du matériel qui est suffisamment mécanisé, des personnes qui sont là aussi. Mais là, donc, on a des coûts relativement bien maîtrisés. Donc, on a dit, on va, par exemple, rapatrier plutôt ce segment-là que ce segment-là. Et donc, on a essayé de trouver la spécialisation entre notre fabrication chez nous à Vanier et ce qu'on approvisionnait chez notre fournisseur. Et donc, cette démarche se poursuit parce qu'elle s'intègre dans notre raison d'être. Tricotage des Vosges, c'est avant tout une société industrielle de fabrication et commercialisation. Donc, ce sont un peu les deux piliers de notre raison d'être, et se dire, voilà, ce que l'on souhaite, nous, c'est que le maximum de produits qu'on commercialise correspondent à des produits qu'on a produits. Voilà, donc il faut trouver, là, on est sur un autre projet et on attend certaines réponses du plan de relance, parce que dans le plan de relance, suite à cette crise Covid, il y a un volet sur la relocalisation. Donc, on attend d'avoir certaines précisions pour éventuellement accélérer une étape qu'on avait prévue plus tard pour l'engager aujourd'hui. Alors, toujours en le faisant de façon concertée, en tout cas en étant veillant, même en étant bienveillant avec notre fournisseur. Il y a des clauses à respecter dans ce contrat, de le faire voilà, avec intelligence, de ne pas regarder que soi. Par exemple, quand on a commencé cette première tranche, il y a eu une petite tension qui s'est mise parce que le fournisseur nous a dit, bon, ben, ça va être des quantités en moins, je dois remonter mes tarifs. Il y a des minima de quantité, ben, je vais les remonter aussi. Donc, on essaie de trouver un bon compromis. On va dire, on va vous commander plus. On va essayer de trouver un compromis. On fera moins de petites séries. On s'engagera un petit peu plus. On passera des commandes un peu plus importantes. Bon, en volume moins important, mais à la référence, des fois qu'ils seront moins dispersés pour pas vous embêter plus et qu'on trouve le bon compromis entre ces contraintes de fabrication de petites séries ou de moyennes séries, sachant que quelque part, on lui enlevait de la production. Voilà, c'est à mener, on n'a pas tout fait en une fois. On est passé de 25% là sur 6-7 ans à aujourd'hui à peu près plus de 60%. Voilà, il faut le faire avec prudence, je pense. Il faut le faire avec en tenant compte de ses atouts, de ses capacités ou possibilités industrielles. Et voilà, on est convaincu que c'est possible et qu'on peut aller plus loin ou poursuivre dans cette démarche. C'est une chose qui a fonctionné pour Bleu Forêt, où Bleu Forêt est totalement fabriqué en France, à Vanier, à 100% depuis le départ. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas se faire également sur notre autre marque et Olympia. Alors, là, un placement tarifaire un peu différent. L'exercice est un peu plus difficile, mais voilà, il faut le mener avec la cadence et les moyens dont on dispose. Voilà, pour notre part. Merci, Monsieur Ledlinger. Des remarques du côté de nos intervenants, Monsieur Lévy ou Monsieur Wasserman, notamment concernant justement ces variables d'ajustement et l'appel, on va dire, de Monsieur Ledlinger autour du plan de relance. L'image est comment? Ouais. Oui. J'entends quelqu'un qui parle, mais pas assez fort, je ne sais pas. Moi, j'ai juste l'image est bizarre, mais si vous, de l'autre côté, vous voyez bien, c'est un peu… Oui, on vous voit très bien. Bon, d'accord. C'est sûr, par rapport au plan de relance et aux aides aux investissements, on a une forte attente aussi de soutien de la part à la fois de la région et de l'État. Donc aujourd'hui, les dossiers sont en cours de constitution, mais c'est vrai que la vitesse à laquelle on souhaite nous avancer et la vitesse derrière de constitution de ces dossiers n'est pas toujours compatible. Et donc, forcément, on est obligé de faire des choix, même avant d'avoir les réponses, parce que sinon, en termes de délai, on risque d'être trop en retard par rapport à la demande du marché et de rater justement le trend qui est en cours sur ces demandes qui sont vraiment exponentielles. Mais évidemment, on compte vraiment sur un soutien à la fois de la région, mais aussi du plan de relance global, puisqu'il a été annoncé déjà depuis quelques mois. La loi de finances a dû passer pour décrire justement
les entreprises et les secteurs stratégiques qui pouvaient bénéficier de ce plan de relance. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore l'ensemble des données pour pouvoir vous annoncer qu'on a reçu de la part de l'État directement telle ou telle aide ou subvention enfin, par rapport à l'investissement global qui a été fait, contrairement à la région. Oui, peut-être un élément complémentaire. Je pense qu'il faut être conscient que la France fait partie, d'après les observateurs internationaux, des pays qui ont le plus investi pour soutenir l'économie pendant cette période de crise. Ça a commencé avec le PGE. Et là, pour le coup, donc c'était le fameux prêt garanti par l'État, c'est-à-dire cette façon de passer le choc de trésorerie que peut constituer la perte directe de chiffre d'affaires, en fait. Donc, il y a eu des réponses rapides, il y a des réponses sur l'artisanat aussi, mais je crois que vous avez raison, la vraie question, c'est comment, de façon pérenne, en tout cas pendant cette période-là, on accompagne l'investissement qui correspond à ce qu'on veut faire, à ce que les entreprises veulent faire de leur projet industriel, que ce soit en termes de numérisation, que ce soit en termes de développement, projet de relocalisation. Et c'est là où l'acteur régional est aux commandes et l'État en soutien. Et je crois que dans un pays qui est souvent trop jacobin, on doit rappeler que c'est vraiment les élus régionaux aujourd'hui qui ont dans leurs mains les outils pour accompagner ces projets d'industriels. Et voilà, et je crois que c'est le défi qui est posé aux élus régionaux aujourd'hui. Je crois que, en tout cas dans le Grand Est, on a un dynamisme en la matière et une politique qui a été vraiment, pendant cette période de Covid, mise, j'ai envie de dire, sur la table et partagée avec beaucoup d'acteurs économiques. Donc voilà, c'est en proximité, c'est à nous, au sein de notre région, de nous saisir de ces enjeux-là et aux élus d'être aux côtés des industriels qui ont l'ambition de passer cette crise et d'en ressortir debout d'abord, parce qu'on est tous conscients que certaines entreprises vont énormément souffrir, et puis si possible plus fort encore, avec des projets de relocalisation qui leur permettent de reprendre en main, et c'était très bien expliqué dans la première partie, une partie de leur destin. Merci, Monsieur Wasserman. Avant de passer aux questions du public qui commencent à arriver, il y a une thématique qu'on n'a pas abordée, qu'il faudrait aborder très rapidement, mais quand on parle de relocalisation, on entend et on gère souvent des problématiques humaines aussi, d'individus. Comment est-ce que on gère finalement l'humain, les salariés, lorsqu'on parle de relocalisation partielle, voire totale? Comme je ne peux pas vouloir me répéter, mais nous l'avons déjà mené, une des premières démarches, c'était justement parce qu'on avait une usine qui n'était pas assez chargée et on ne voulait pas se défaire de personnel, c'est-à-dire recourir à un plan social pour ajuster les effectifs à la charge de l'usine. Donc nous avons choisi de relocaliser, ce qui permettait de recupérer le personnel, mais également utiliser nos moyens matériels dans lesquels nous avions investi, et de cette façon-là, garantir ou assurer la pérennité de l'entreprise, c'est-à-dire en tournant à sa capacité ou à sa charge normale. Et surtout, ce que je disais avant, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans une phase de renouvellement assez important. Dans le textile, on était pendant longtemps dans un dispositif plutôt défensif, avec donc des moyennes d'âge qui ont monté dans les entreprises, parce qu'il n'y avait pas possibilité ou il n'y avait pas d'opportunité d'embauche. Et aujourd'hui, nous entrons dans des fins de carrière de personnes qui sont rentrées fortement de fortes vagues d'embauche dans les fins des années 70, début 80. Et voilà, aujourd'hui, c'est difficile de retrouver, parce qu'il faut former, il y a de moins en moins d'écoles, de formation. Donc je dirais, c'est que ces années passées, on ne regrette pas cette décision d'avoir maintenu nos emplois, de les avoir aujourd'hui, parce que, et d'avoir cet effectif conséquent, correspondant à nos capacités, pour mener cette opération. Alors, pour notre part, donc, on a été obligé de faire des vagues de recrutement très importantes au mois de mai, donc en plein confinement, ce qui n'était pas forcément évident, mais on a dû quand même monter des équipes en 3-8
je vais dire, la France était à la maison, donc nous, tout le monde était dehors. Mais globalement, c'est vrai que les circonstances ont fait qu'on a trouvé plutôt facilement des personnes et globalement assez compétentes, que ce soit même ici le parc d'innovation à Strasbourg ou la région, enfin l'ensemble des acteurs socio-économiques ont souhaité contribuer à cette aide et puis nous ont apporté leur soutien. Et aujourd'hui, on est de nouveau parti sur un accroissement de l'activité et donc quasiment 200 personnes qui sont rentrées en quelques semaines pour pouvoir produire ces tests Covid antigènes, entre autres. Et alors, c'est vrai qu'il faut former. Le turnover au départ est très important parce que la demande est tellement forte, on n'a pas le temps d'avoir des filtres, on va dire, à l'embauche très, très efficaces. Et donc, c'est vrai qu'on apprend un peu en marchant, mais que l'objectif derrière, c'est de pérenniser des emplois. Donc, on a déjà eu des dizaines de contrats CDI signés à partir de ces embauches qui ont été réalisées au mois de mai. Et on continue sur cette lancée, puisque l'effectif de Biocinex va dépasser les 200 personnes, les a déjà dépassé. Et donc, ça permet d'avoir des personnes qui ont eu un emploi. Et donc, c'est sûr que l'impact est immédiat. Et donc, même quand ils le savent, que c'est lié à cette politique locale de réindustrialisation. Et donc, ils sont encore. Enfin, on a beaucoup de monde qui tape pour rentrer. C'est plutôt un bon signe en général. On n'a pas besoin de trop longtemps chercher que spontanément les CV arrivent et que les agences tapent à notre porte. C'est que globalement, la presse de Biocinex doit plutôt être positive. Et donc, on donne du travail intéressant avec une valeur ajoutée pour les personnes que l'on a et qu'on souhaite garder tant que faire se peut. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Florentin, vous souhaitiez rajouter quelque chose? Il y a un énorme enjeu de qualification, ça c'est très clair. Alors, qu'on loupe pas je parlais de la 4e révolution industrielle à plusieurs reprises, mais qu'on loupe pas l'enseignement technologique et les formations autour de la 4e révolution industrielle, la production additive, la robotisation, qu'on loupe pas le train, parce qu'on est en train de le louper. Donc je pense que c'est important de travailler dessus. Donc il y a des rapports qui sont sortis depuis 2-3 ans pour alerter sur ce point et vraiment de positionner l'économie française là-dessus. Après, sur la relocalisation, il va falloir innover aussi dans les formations. Il y a même des écoles de production privées ou semi-privées qui sont déployées par des grandes entreprises qui ont besoin très vite de former des personnes. Alors après, il y a même des écoles qui sont intégrées dans les entreprises. Là, sur le textile, je pense à la Lacoste Manufacturing Academy à Troyes, sur l'idée de former des personnes. Quand on est en panne de recrutement, l'idée de les former sur place. Donc il y a aussi tout un tas il y a toute une panoplie de formations qualifiantes qui sont à imaginer si ce qui existe ne suffit pas. Et c'est vrai que les entreprises sont en train de réfléchir au fait de développer leur propre formation. Mais j'insiste aussi sur l'approche technologique, c'est-à-dire qu'on a à la fois de bien travailler sur le patrimoine productif local et des savoir-faire traditionnels. Donc là, les entreprises sont souvent les mieux placées. Et les approches beaucoup plus technologiques, puisqu'on n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais si on veut vraiment réussir la relocalisation, la réindustrialisation, ça se fera aussi avec des nouvelles technologies. Et il faut absolument que dans les formations, ça puisse se retrouver. Merci beaucoup, Monsieur Florentin. Donc, je commence à recevoir quelques questions du chat, notamment une autour, deux d'ailleurs, qui concernent la notation de l'impact environnemental de nos caddies. Donc, on en parlait un peu tout à l'heure. Selon Claire, donc, ce serait une avancée majeure pour guider le consommateur qui veut en effet devenir acteur, comme vous le soulignez, Monsieur Wasserman. La question de Claire, c'est est-ce qu'une entité type l'ADEME, par exemple, prépare en ce moment cet indicateur? Les hypermarchés verront-ils cette démarche d'un bon œil ou freineront-ils? Alors, je laisse commencer la réponse, mais n'hésitez pas à également rebondir. Oui, pardon. Donc juste peut-être un élément de réflexion. Je suis pas sûr. Enfin, comment dire? La société civile s'empare plus vite du sujet, et notamment les associations, et notamment les évaluateurs et comparateurs, s'emparent plus vite du sujet que les pouvoirs publics parce que le sujet est complexe et qu'il nécessite une évaluation. Et donc, évidemment, un produit qui va ressortir avec une note moins bonne qu'un autre, ça lui donne un désavantage concurrentiel, et donc l'attention va être forte sur ce sujet-là.
Alors, il y a beaucoup de réflexions, mais ça, vous pouvez regarder sur la littérature dans le monde universitaire notamment. Donc, je pense que cet objectif est atteignable. Je pense qu'il faut y travailler d'arrache-pied. On n'est pas prêt à aboutir à court terme, mais je crois qu'il faut s'y atteler vite. Voilà. Moi, je pense, au fond de moi, que chacun a envie d'agir, mais que franchement, je vous garantis, enfin, vous le savez tous, quand vous allez au supermarché, il y a des faux amis, on a l'impression que c'est bon pour la planète, mais enfin pas du tout. On achète du bio, mais il est dans du plastique et il vient de loin. Enfin, il y a toutes ces injonctions contradictoires qui font qu'à mon sens, la solution passe par une responsabilisation, mais une responsabilisation éclairée, parce qu'en fait, je parle de quoi? Je parle du droit du consommateur à savoir l'impact de ce qu'il achète. Et finalement, quand on le place, et on a eu au Conseil de l'Europe notamment des réflexions quand on parle d'éthique alimentaire sur la partie aliments, on a des réflexions sur le sujet. Finalement, est-ce qu'on ne doit pas progresser dans ce droit-là du consommateur à connaître l'impact de ce qu'il achète? Et donc, moi, je le pose en termes de droit pour le consommateur. Aujourd'hui, quand vous allez faire vos courses ou que vous achetez sur Internet, vous ne connaissez pas l'impact environnemental réel de ce que vous achetez. Comment peut-on dire que l'environnement et le climat est une priorité si à chaque fois qu'on achète quelque chose, on est incapable de connaître d'une façon un peu objective l'impact de ce qu'on achète? Donc voilà, il faut sortir de cette situation-là et je pense que la seule solution, c'est d'avoir le courage de dire que certains produits sont meilleurs que d'autres à cet égard. Merci Monsieur Wasserman. Du coup, une question qui rebondit sur votre réponse. Donc, on parlait, pour faire appel à ce que vous étiez en train d'expliquer, on parlait d'une proportion de taxes au degré RSE sur certains produits. Est-ce que vous pensez que ce serait soutenu dans d'autres pays en Europe? Parce que si ce n'est pas le cas, la France ne serait-elle pas finalement isolée d'une telle démarche? Alors, il y a plusieurs façons pour moi, les solutions sont européennes. Ça fait longtemps qu'on est sur beaucoup de domaines à peu près convaincus qu'une solution franco-française n'est pas suffisante et que sur ces sujets-là, qui sont des sujets d'impact environnemental, il faut raisonner au niveau européen. Sauf sur les taxations, je vous rappelle que la taxation, ça reste un domaine extrêmement national. Donc là, on a des leviers d'action. Je crois qu'il y a des choix de société à faire. On parlait tout à l'heure de l'exemple de la TVA sociale ou de la TVA environnementale. C'est un sujet qui est sur la table. Moi, je suis assez favorable à ce que ce soit plutôt un désavantage compétitif pour les produits qui ne jouent pas le jeu, entre guillemets, plutôt que quelque chose d'uniforme, puisqu'on veut bien, ce qu'on veut faire, c'est de promouvoir ce qui est vertueux. C'est vraiment l'esprit de ce que toutes les tendances tentent à développer, et que donc pour ça, il faut plutôt des solutions soit aux frontières, comme sur les taxes d'impact carbone, soit par produit, pour essayer de les évaluer comparativement les uns par rapport aux autres sur leur impact, plutôt qu'une solution homogène qui pénaliserait tout le monde pour financer, tout le monde, quel que soit son côté vertueux ou pas, pour pénaliser comme une TVA qui serait un peu par définition homogène et qui financerait certes quelque chose de vertueux peut-être, mais qui s'appliquerait de façon indifférenciée en fonction de la vertu ou pas du produit. Très bien. Merci beaucoup. On a une dernière question donc de Benoît. En quoi faites-vous appel à la créativité pour trouver de nouveaux débouchés pour soutenir vos productions françaises dans l'avenir? Peut-être Monsieur Ledlinger ou Monsieur Lévy pour répondre tout d'abord à cette question. Donc, quelle créativité, en fait, comment la créativité peut permettre de soutenir, en effet, la production française? Je peux vous en parler 2 minutes, sauf si vous voulez, Monsieur Ledlinger. Allez-y, allez-y. Alors, donc, comme on l'a indiqué, pour pouvoir se démarquer du marché ambiant, surtout sur des thermomètres, qui sont des appareils quand même de grande consommation, il a fallu pouvoir proposer une vraie valeur ajoutée pour nos clients, qu'ils soient à la fois professionnels ou particuliers.
Et donc, nous nous sommes adossés à un cabinet d'études ici, toujours en local. Donc, on a vraiment fait le choix du local, alors TNS, pour pas les citer, donc Technologie et Stratégie, sur Strasbourg, avec qui on a vraiment essayé de penser un thermomètre pour les professionnels. Et l'idée, c'était pas simplement de revendiquer du Made in Alsace ou du fabriqué en Alsace, avec un logo, mais de pouvoir en plus avoir une réponse à un besoin qui n'était pas forcément satisfait aujourd'hui, pour jouer en fait sur les deux tableaux, à la fois sur le local, le côté industrialisation en local, mais à la fois proposer un produit différenciant pour pouvoir en fait, avec ces deux aspects, compenser, on va dire, un surcoût qui serait inhérent justement à ces produits de grande consommation. Et donc aujourd'hui, on est à la phase prototypage, avec vraiment des options différenciantes. Alors, je ne pourrais pas vous le présenter aujourd'hui, c'est encore un peu tôt, mais je vous donne rendez-vous en février, donc pas dans si longtemps que ça, pour pouvoir avoir les premiers modèles. Donc notre projet aujourd'hui nous donne une visibilité pour avril, c'est-à-dire avoir des produits pré-série, voire série, pour la fin du printemps prochain. Et donc, en espérant que on rencontrera nos clients et qui pourront même venir voir le site de production. Et c'est quand même beaucoup plus simple que d'aller en Chine pour voir ces produits. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, oui, l'innovation est clairement un levier pour nous. Si, merci, c'est très clair. Monsieur Ledlinger? Je rajouterais que quand même dans la création au domaine du textile, de l'habillement, la France a quand même une certaine renommée, une certaine appréciation dans le monde. On le voit par exemple, nous au Japon, nos produits, la fabrication française écrite comme ça correspond très bien et ils veulent surtout pas qu'on le traduise. Il faut le laisser comme ça, c'est garant justement de fabrication française et de certaines images et valeurs qu'a la création française. Donc je dirais, il faut, oui, pour continuer, il faut continuer à créer, à innover. Il faut être plutôt dans les wagons de tête du train, hein, et plutôt être copié que copié. Donc voilà, c'est un peu notre devoir, c'est d'être moteur dans la création et l'innovation. Après, plus particulièrement, il y a peut-être des réflexions à avoir autour des matières textiles, puisqu'on est sur la question du textile. Oui, on utilise majoritairement déjà des matières raffinées, mais il y a des fois débat sur ces matières. Le coton, est-ce que la culture la plus verte? Peut-être pas, mais c'est une matière naturelle quand même la plus utilisée sur Terre. Peut-être réfléchir à l'utilisation de matériaux textiles biosourcés ou produits plus localement. Aujourd'hui, il faut savoir que la France est un des premiers producteurs mondiaux de lin. Par contre, la transformation est à 100% quasiment en Chine. Aujourd'hui, se remet en route avec un industriel haut-rhinois une première filature donc de lin ou de chanvre en France. Voilà, il y a peut-être des réflexions à avoir autour de nos ressources nationales ou de nos compétences. Il y a un projet également qui se mène sur la fibre d'ortie. Voilà, et donc des choses qui poussent très bien, voire mieux qu'on ne souhaiterait, dans nos contrées, sans demander des excès d'eau ni de traitement phytosanitaire. Voilà, je pense qu'il faut continuer avec un esprit responsable à la planète qu'on va laisser à nos enfants demain. Et il y a certainement des choses à faire et être également plutôt moteur dans ces orientations et innovant. Merci beaucoup, Monsieur Ledlinger. Je pense que ces derniers mots sont un bon reflet du coup de notre échange d'une heure et demie aujourd'hui et surtout du coup un bon reflet d'une conclusion qu'on peut apporter. Donc on a en effet pu échanger sur la relocalisation et surtout ces enjeux autour du local, mais bien sûr de l'écologie, également des enjeux sociaux et d'innovation. Donc on a encore beaucoup, j'imagine, à travers les innovations qui vont pouvoir se faire dans les prochaines années, beaucoup on espère, beaucoup de relocalisation partielle, voire totale, qui pourrait s'amener sur notre territoire. Je vais vraiment remercier particulièrement nos 4 intervenants, donc Monsieur Ledlinger, Monsieur Lévy, Monsieur Wasserman et Monsieur Florentin, pour votre contribution à cet atelier. Merci à vous. Un grand merci à tout le monde. Je vous en prie, c'était un plaisir de participer. Plaisir également. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt.